de Satan qui consiste pour les pèlerins à jeter des pierres en direction de 3 stèles le représentant. Il est survenu lorsque des fidèles quittant le lieu se sont croisés avec un grand nombre d'autres qui voulaient l'atteindre. قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا. قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا وروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسوا جليل علا. Vote historique hier soir aux Nations Unies à New York. Les États-Unis ont réussi à faire annuler la résolution 3379 de l'ONU, résolution qui assimilait le sionisme à une forme de racisme. En 1976, souvenez-vous, M. Haïm Herzog, qui était ambassadeur israélien à l'ONU, avait déchiré à la tribune le texte de la résolution. Aujourd'hui président, il se réjouit évidemment de la tournure des événements.
Pour Guido von List, les runes étaient la clé de la connaissance occulte des tribus germaniques de l'Antiquité. En 1919, 10 ans avant sa mort, les runes étaient devenues les éléments d'un nouveau langage, celui du national-socialisme. Sieg, la rune de la victoire, allait devenir l'emblème des jeunesses hitlériennes. Le double Sieg, celui des Schulz-Staffeln, les SS. During the war, children with Aryan appearance were abducted from conquered nations and sent to Lebensborn homes in Germany. Tous doivent prouver qu'eux et leurs épouses ont le sang pur des Aryens. Les candidats doivent répondre à des exigences sur la couleur des cheveux, des yeux et de la peau. Le cheveu doit être blond à blond foncé. Les yeux doivent être bleus ou noisettes. La peau doit être claire. Pour devenir membre de la Société de Berlin, il faut même prendre en compte la forme du crâne. Nazi records indicate that 200,000 Polish babies alone were kidnapped and placed in Lebensborn homes, where they received careful training in every aspect of Nazi culture and mythology. Indoctrination into the Nazi faith, with Hitler as God, began early and continued into adulthood. Ten-year-old boys became members of the Organization of Young German People. At 14, they joined the Hitler Youth, and at 18, the Nazi Party. At each stage, they were taught the Nazi creed of sacred blood rituals, racial superiority, and total allegiance to Hitler, even to the death. Heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atem. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead. L'enquête commence en Argentine. C'est ici que, selon 2 rapports du FBI différents, Hitler a été vu terré dans un bunker situé à proximité d'une ferme. Regarde, regarde. Hitler est en Argentine. Il réside dans un grand complexe souterrain. Direction Charata. Sur place,
l'équipe enquête sur une école allemande située dans la zone mentionnée dans les rapports du FBI. Nous y sommes, c'est le plus vieux quartier de la ville. C'est ça l'école? Oui. Regardez-moi ça. C'est une grosse école. Du grillage, des murs de 3 mètres. On ne sait pas si c'est pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir. Un bâtiment est construit d'une certaine manière à un certain endroit pour une raison précise. J'ai tout de suite vu que cette école ressemblait énormément à une base militaire. Ça sautait aux yeux. Grande cour de récréation. On dirait qu'une centaine de personnes ont marché au pas sur cette pelouse. Ici, des garçons entre 14 et 18 ans étaient entraînés pour devenir des soldats nazis. Fanatisés, ils vouaient une loyauté absolue au Führer et étaient envoyés au combat. Ils faisaient partie des jeunesses hitlériennes qui comptaient plus de 8 millions de jeunes garçons dans 52 pays différents. À l'apogée du Troisième Reich, 60 000 nazis vivaient en Argentine au sein d'un réseau de communautés reliées entre elles et disséminées dans toute l'Amérique du Sud. Selon certaines sources, ces communautés abritaient des cellules dormantes destinées à faciliter l'invasion du continent américain. J'ai un dossier du 9 juillet 1947 qui fait référence à Cassino, une ville brésilienne à environ 800 km de Misiones. La source est un agent secret français. Voici ce qu'il dit. Un ballet devait se donner au Grand Hôtel de Cassino lors de 3 soirées consécutives. Et ensuite, il affirme avoir reconnu un spectateur qui ne pouvait être qu'Hitler. Je considère le problème comme le feraient les services de renseignement. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble. Il n'existe aucune preuve qu'Hitler est mort dans le bunker. Il faut se concentrer sur ce que nous avons. Et je pense que nous avons beaucoup plus de preuves de sa fuite que de sa mort. À Berlin, nous avons découvert un tunnel inconnu. Tu as vu ça? Un tunnel qui reliait son bunker à l'aéroport de Tempelhof, où il y a eu des départs massifs d'avions. Si j'avais dû exfiltrer Hitler de Berlin, je te garantis que j'étais sûr à 99% d'y arriver. J'aurais pu l'emmener en Espagne. En Espagne, il y avait encore d'autres preuves. C'est pas une croix gammée, ça? J'en reviens pas. Un monastère où il y avait des témoins oculaires. Un homme dit avoir vu Hitler. Hitler est venu ici? Et à Vigo, en Espagne, il aurait pu monter à bord d'un sous-marin, sans problème. Et le sous-marin? Ils ne savent pas. En Argentine, les preuves s'accumulaient. C'était inouï. Un sous-marin allemand sabordé. Un camp militaire avec un bunker secret à Bariloche. Sa présence à l'hôtel Eden, où il a pris contact avec un célèbre marchand d'armes nazi. Et de là, il a disparu dans la jungle, où nous avons trouvé un camp et des objets nazis. Tout cela était clairement destiné à une cible de grande valeur. Et ensuite, quand il est réapparu dans le radar, il avait des plans incroyables. On peut dire que l'idéologie nazie ne s'est pas arrêtée à la chute de Berlin. Ils ne s'avouaient pas vaincus. C'est évident. Quand j'ai lancé cette enquête, j'étais plus que sceptique. Je pensais vraiment qu'il était mort dans le bunker. Sincèrement, je ne pense pas qu'un type comme Adolf Hitler renonce aussi facilement. S'il trouve une porte de sortie, il la prend. Il aimait les paris risqués. Franchement, je trouve que c'est consternant que les historiens soient restés sur cette hypothèse avec laquelle j'ai vécu toute ma vie. On nous fait ingurgiter des faits historiques, mais basés sur quoi?
Les livres d'histoire affirment sans l'ombre d'un doute que Hitler est mort dans son bunker. Moi, je peux vous garantir, preuve à l'appui, que ce n'est pas vrai. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965, qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. The Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet, and I'm going to be brief because it's a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make if anyone here is curious or doesn't believe what I am possible. The Zionists in London went to the British War Cabinet and they said, look here, you can yet win this war. You don't have to give up. You don't have to accept the negotiated peace offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally. The United States was not in the war at that time. We were fresh, we were young, we were rich, we were powerful. And they told England, we will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine after you win the war. In other words, they made this deal. We will get the United States into this war as your ally. The price you must pay us is Palestine after you have won the war and defeated Germany, Austria-Hungary, and Turkey.
But it wasn't just Swiss bankers who dealt with Hitler's right. While war raged, there were British and American bankers who continued to do business with the Nazis. The BIS channeled investments from the Allied powers into Germany for the expansion of her economy. So, by 1816, some authors claim the Rothschilds had taken control over the Bank of England. But a group of Zionists at the same time was quietly negotiating an agreement with the Nazis to allow the immigration of German Jews and the transfer of their assets to Palestine. That deal, reported in August 1933, was the transfer agreement. Palestine, sparsely settled by Jews at the time, was radically changed as a result. Revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. Well, with the rise of Adolf Hitler to power in the spring of 1933, the Jews of the world were faced with a dilemma. They could raise a cry of protest, a cry few would heed, or they could make a deal with Hitler, a deal that would bring a step closer their dream of an independent Jewish state. And perhaps the fourth and most prevalent myth has been that of Zionism as the moral legatee of the victims of the Holocaust. And what is particularly savage in the irony that surrounds this claim is the fact that the Zionist movement and the Zionist leaders itself were the active collaborators with the perpetrators of the Holocaust. They participated in the suppression of Jewish resistance, and they organized a consistent opposition to any escape on the part of European Jewry. Dans les coulisses de l'ONU, des agents de la CIA interceptent les consignes des ambassades et enregistrent les entretiens entre les délégués. Leurs collègues du futur Mossad truffent de micros les pupitres des représentants des différents pays. Nous savions donc la plupart du temps où nous en étions, quelles étaient nos chances. La délégation sioniste apprend ainsi que les Philippines, le Libéria et Haïti, entre autres, vont voter non, et que faute de ces 3 voix supplémentaires pour atteindre le score indispensable de 32 voix, son rêve d'indépendance nationale risque d'être définitivement compromis. Le président Truman demande alors à la délégation américaine de tout faire pour obtenir le partage, d'exercer toutes les formes de pression possibles sur les pays réticents ou indécis. C'est Truman lui-même qui a finalement pris la décision. Plus rien ne pouvait l'arrêter. C'était un génie de la décision. Il était déterminé et tous les autres ne pouvaient que le suivre. 26 sénateurs américains prennent en charge le président philippin, qui est à la veille de recevoir d'importants crédits du Congrès, et lui font comprendre qu'il est de son intérêt de modifier son vote. Sous la pression de Washington, le fabricant de pneus Firestone obtient du Libéria, dont la survie économique est liée à la production de caoutchouc, un vote en faveur du partage. Enfin, un prêt de 5 millions de dollars ramène également Haïti dans le camp du oui. États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf 2 questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem en fait, comme lieu de la paix. En fait, les espoirs.
Face à la menace soviétique, l'Europe, avec les États-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN en avril 1949. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. Nous avons fait fausse route dès le début en faisant venir aux États-Unis le plus grand nombre possible d'anciens nazis. En 1943, Allen Dulles, futur directeur de la CIA, s'était rendu en Suisse pour entamer des négociations secrètes avec les dignitaires nazis. Des contacts avaient été pris avec le général Reinhard Gehlen, responsable des services secrets hitlériens, Otto von Bolschwing, le bras droit d'Eichmann, et Klaus Barbie. Tous criminels de guerre, ils seront employés par la CIA dès la capitulation. Avocat réputé de Wall Street, Allen Dulles avait pour principal client le groupe pétrolier Standard Oil, une des rares compagnies qui avait continué à faire des affaires avec les nazis pendant la guerre. Si bien que l'Amérique s'est littéralement infectée de nazis, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le prix à payer pour récupérer les cerveaux allemands. En 1939, l'Allemagne nazie projette secrètement de développer des armes nucléaires. La tâche est confiée à certains des scientifiques les plus chevronnés du monde. Après la guerre, des milliers d'entre eux sont recrutés par les États-Unis pour travailler sur les programmes d'armements américains. Le jour du débarquement, la fin de la guerre révèle au monde l'étendue des atrocités nazies. Dans les camps de concentration, les recherches médicales sur les prisonniers incluent des expérimentations mentales autant que physiques. À Dachau, les Allemands faisaient des expériences sur l'hypnose et sur l'administration de drogue au cours des interrogatoires, afin de trouver un moyen de contrôler les individus et de les faire parler contre leur gré. Une volonté de maîtriser l'art de la manipulation mentale. De nombreux médecins nazis sont jugés pour crimes de guerre au procès de Nuremberg. Mais tous les criminels ne passeront pas devant les juges. Certains scientifiques dotés de compétences potentiellement utiles sont exfiltrés vers les États-Unis par la CIA dans le cadre de l'opération Paperclip. Certains ne pouvaient pas obtenir de visa parce que c'étaient des criminels de guerre. Donc Paperclip et d'autres projets étaient des opérations secrètes servant à contourner les exigences du département d'État pour les faire entrer aux États-Unis. Ces nouvelles recrues sont immédiatement mises au travail pour contrer une menace qui émerge rapidement, la puissance grandissante de l'Union soviétique. Dans le Kentucky, lors d'une expérience secrète, on fait ingérer du LSD à des détenus pendant 2 mois et demi. À Montréal, un médecin fait subir des centaines d'électrochocs à ses patients psychiatriques. Jusqu'où est allée la CIA pour lutter contre la nouvelle menace communiste? Guerre biologique, lavage de cerveau et même assassinat? Quelle est la véritable histoire des expériences secrètes de la CIA? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain procède à de nombreuses expériences médicales secrètes dans l'espoir de gagner la guerre froide. Exposant à leur insu de simples citoyens à des agents biologiques et chimiques. Développant des techniques de manipulation mentale pour créer des assassins sous contrôle. Et planifiant même des assassinats de dirigeants étrangers. La CIA se lance dans un programme de recherche classé ultra sensible de plusieurs millions de dollars sur l'utilisation secrète de matériel biologique et chimique. Une tournure bien innocente pour décrire un arsenal effrayant d'armes peu orthodoxes. Des bactéries pour infecter l'ennemi. Des poisons pour les assassinats. Des sérums de vérité pour les interrogatoires. Gottlieb travaille en collaboration avec des scientifiques de l'armée à Fort Detrick au développement d'armes biologiques à l'usage de la CIA. Dans l'armoire à pharmacie à Fort Detrick, il y avait la maladie du charbon, la peste, la brucellose,
toutes les grandes maladies. Pendant la guerre froide, des milliers d'agents en sommeil étaient prêts à entrer en action au cas où l'armée rouge aurait occupé l'Europe occidentale. Un réseau paramilitaire de l'OTAN, le Network Stay Behind, connu depuis 1990 par le nom de sa section italienne, Gladio. Du début des années 50 à la fin des années 80, pendant la guerre froide, l'Europe a été le théâtre d'une guerre secrète meurtrière. On a beaucoup parlé du terrorisme d'extrême gauche en Italie, en Allemagne, en France et en Belgique. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y a eu un terrorisme d'extrême droite tout aussi violent. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a été notamment instrumentalisé par les États-Unis, l'OTAN et des membres influents des États démocratiques européens. Le 24 octobre 1990, devant les élus de la nation italienne, Giulio Andreotti, l'ancien chef de gouvernement, révèle au monde entier l'existence d'une armée secrète européenne placée sous commandement de l'OTAN et des États-Unis. Cette armée serait responsable de manipulations, d'assassinats et d'attentats. Selon Andreotti, l'armée secrète agissait avec l'approbation des États, ou du moins d'une partie des élites gouvernantes. En révélant ainsi l'existence de ce réseau d'agents, il déclenche l'un des plus gros scandales politico-militaires de la fin du XXe siècle. L'histoire des armées secrètes débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle menace se précise, celle de l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Face à la menace soviétique, l'Europe, avec les États-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN en avril 1949. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord installe son siège à Paris. En parallèle, et pour renforcer leur dispositif militaire, l'OTAN et les États-Unis créent dans toute l'Europe une armée secrète appelée Stay Behind, en français, rester derrière. Son objectif est de mener une guerre de résistance à l'intérieur de chaque pays en cas d'invasion soviétique. L'ancien siège du consortium chimique IG Farben à Francfort. Les Américains l'ont utilisé jusqu'à la fin des années 80 comme quartier général. C'est depuis cet endroit que leurs services secrets vont mettre en place en Allemagne de l'Ouest les unités paramilitaires secrètes s'appuyant sur l'organisation Gehlen. Reinhard Gehlen se charge en personne du recrutement des agents des commandos Stay Behind. Les camps de prisonniers de guerre et d'internement sont un vivier de choix pour trouver des Allemands fiables, destinés à aider l'armée américaine. La qualité la plus recherchée, un anticommunisme marqué. Ces Allemands fiables sont surtout des vétérans de la Wehrmacht ou des Waffen-SS. Et pour les criminels de guerre, c'est une chance inespérée d'échapper à leur châtiment. Ceux qui avaient commis ces crimes ont bénéficié d'un tour de passe-passe bureaucratique. De collaborateurs nazis, ils sont passés à combattants anticommunistes de la liberté. C'étaient les mêmes personnes. On n'avait même pas changé leur adresse. On savait exactement qui était qui.
Mais à cause du retournement de la situation politique, un dangereux nazi devenait un élément utile. Explication. Depuis 1950, la RFA prépare la création de sa nouvelle armée. Mais un réarmement n'est possible qu'avec l'accord des alliés occidentaux, sous l'égide de l'OTAN et des USA. C'est pourquoi Adenauer souhaite éviter tout conflit avec les Américains. À la fin des années 50, la phase de mise en place des commandos Gladio est terminée. Mais le jour X se fait attendre. Donc, des années 50 à 70, ce qui fait tout de même une trentaine d'années, une question s'est posée. Que vont-ils faire en attendant le jour où les Russes arriveront? Eh bien, ils se sont mis à s'impliquer clandestinement dans les luttes politiques dans leur propre pays, utilisant la propagande, la violence et l'intimidation. À la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, des attentats meurtriers ébranlent l'Italie. La bombe qui a explosé dans cette banque fait 16 morts et 88 blessés. Les responsables, des néo-fascistes italiens. Quelques années plus tard, 3 policiers sont tués par une bombe placée dans leur véhicule. Là encore, des néo-fascistes étaient à l'œuvre. Août 1980. Cette série d'attentats atteint son paroxysme. Une bombe de grande puissance explose dans la salle d'attente de la gare de Bologne. Une aile du bâtiment s'écroule et on dénombre 85 victimes dans les ruines. Jamais dans l'Europe d'après-guerre, il n'y avait eu autant de morts lors d'un attentat. En septembre de la même année, à la fête de la bière à Munich, on déplore 13 morts et plus de 200 blessés après l'explosion d'une bombe. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale. En quoi ces attentats se ressemblent-ils? Existerait-il un lien entre eux? À chaque fois, les groupes d'extrême gauche sont montrés du doigt les premiers. Les Brigades rouges en Italie et la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest. Mais en réalité, les responsables appartiennent au milieu d'extrême droite. Et détail troublant, ils ont fait usage d'explosifs militaires. Lorsqu'on remonte la piste de ces attentats sanglants, on se heurte de manière répétée à une organisation paramilitaire secrète en Europe de l'Ouest, pilotée au début par l'OTAN et les services secrets de chaque pays, en dehors de tout contrôle parlementaire. Son nom, réseau Stay Behind ou Gladio, le glaive en italien.